Attention! Marche! Mehdi n'est pas possédé, c'est juste une manière normale de célébrer une victoire dans son entreprise. Ici, on place des consultants informatiques chez des clients. À chaque nouveau contrat, ils se congratulent. Merci. Merci. Alors ça, c'est une tradition anglaise qu'on a dans tout le groupe. En fait, après un long processus, histoire de lâcher un petit peu la tension qu'il y a eu quand la confirmation du contrat est arrivée, donc on frappe sur la table, ça s'appelle baucher. C'est-à-dire que vous avez gagné, vous êtes le meilleur, etc. Ce cabinet de chasseurs de tête qui a érigé la victoire en culte connaît une croissance fulgurante. Rançon du succès, leurs locaux sont devenus trop étroits. On a commencé un peu plus petit dans le quartier, on était 3, on a déménagé dans le même bureau mais on est monté de 3 étages parce qu'on a été 20 et aujourd'hui on est 45 et le but en effet c'est de pouvoir doubler ces effectifs-là. Donc il fallait qu'on puisse trouver un plateau qui nous permette de réaliser ceci. Et dans Paris, les bâtiments haussmanniens ne permettent pas d'avoir ce type de surface disponible. Alors pour continuer à faire grandir son entreprise, David n'a plus le choix. Il doit quitter le centre de Paris et se diriger vers le Manhattan à la française. Dans un mois, ses employés seront installés dans ces immenses locaux, flambant neufs. La Défense, c'est le plus grand quartier d'affaires d'Europe. Avec ses 40 tours et ses 160 000 salariés, ce temple du business génère à lui seul un quart de la richesse nationale française, soit 500 milliards d'euros. La moitié des sociétés du CAC 40 y a élu domicile. Pour réussir, les jeunes loups savent que c'est ici qu'il faut venir travailler. Les meilleurs peuvent gagner jusqu'à 7 000 € net par mois. Le quartier brasse tellement d'argent que les nouvelles tours poussent comme des champignons. Près d'une dizaine de projets sont à l'étude ou en cours de réalisation. Leur inauguration est synonyme de fêtes somptueuses. Mais derrière cette réussite insolente se cache une toute autre réalité. Police. Qu'est-ce que t'as volé avec ton pote? Qu'est-ce qu'il a volé ton pote? Je sais pas. Si, il a volé un truc, il y avait un sac dans les mains, je vous ai vu quelque chose, il y a un mec qui vous course. Plusieurs mondes se rencontrent, des mondes en col blanc, le monde des gens qui y travaillent, le monde des gens qui viennent en profiter et le monde des délinquants. Car la Défense abrite aussi le plus grand centre commercial de France, le terrain de chasse préféré des voleurs et des bandes qui viennent régler leurs comptes. Dans les entrailles de ce quartier vit aussi une population marginalisée. Ici, on est très loin des luxueuses tours de verre. Et les gens ne peuvent pas imaginer dans quel contexte on est, où on vit, où on dort. Tout ça, c'est vraiment caché, quoi. On ne voit pas, quoi, tout ça. Pour les employés qui se rendent sur leur lieu de travail, c'est un véritable parcours du combattant qui les attend tous les jours. Votre attention s'il vous plaît, je vous informe que suite à la présence d'un colis suspect, le trafic est fortement perturbé et les trains ne marchent pas à l'arrêt. La marée humaine, c'est le flux des gens qui viennent à la Défense. Mais la Défense, c'est aussi 20 000 habitants qui vivent ici, des appartements aujourd'hui menacés de disparition. C'est une petite ville qu'ils sont en train de vouloir détruire. Pour Sandra, le début du mois de septembre est un peu particulier. C'est complètement la rentrée des classes, oui. C'est assez bizarre, c'est changement, nouvel itinéraire. Une rentrée placée sous le signe de la nouveauté. Car Sandra fait partie du cabinet de chasseurs de tête qui a déménagé à la Défense. Pour son premier trajet, elle a décidé de retrouver des collègues, car elles ne sont pas totalement rassurées. T'as ton petit plan? Non mais c'est le plan d'accès. Non mais c'est une blague, le plan d'accès. Leur hantise, comme pour tous les gens qui viennent à la Défense pour la première fois, se repérer. Imaginez, sur 30 hectares s'élèvent près d'une centaine de bâtiments. Pour y accéder, des souterrains, des galeries, des passerelles. La Défense, c'est un véritable labyrinthe dans lequel on est quasiment sûr de se perdre. Nos working girls n'échappent pas à la règle. Faut passer devant le CNIT, je crois. C'est le truc. Ah oui, non, c'est par là. Non, attends, pas sûr. Mets ton plan. Non, attends, je mets mon plan. Ouais, alors, c'est là où elle est descendue. Faut aller à droite. Donc, faut aller. T'es sûre? Non. Elle est où la grande arche là-dedans? Elle est où là? Attends. Oh, les filles! Bah, je vous laisse faire, hein, de toute façon. Mais elle est où? On est là. On est là. Ouais, et on doit aller où? On doit aller là.
À mon avis, c'est par là. Pas convaincus d'aller dans la bonne direction, après 15 minutes de recherche, les filles vont heureusement rencontrer une de leurs collègues. Ah, tu sais où c'est? Bah là, ça va, je sais, c'est cette tour-là en fait. La tour là-bas, là? Avec le... C'est impressionnant, quoi. Ça fait vraiment business. Hein? Là, on est dedans. 135 mètres de haut, 31 étages, cette tour accueille une dizaine d'entreprises qui emploient près de 2000 personnes. C'est un building typique de la Défense. Hall en marbre blanc, mobilier design, tout est fait pour montrer l'opulence des sociétés qui y travaillent. Ah ouais! Ah ouais, c'est joli. Sandra et ses collègues sont sous le charme. Avec les rayons du soleil, là, tu vois. Mais les surprises ne font que commencer. Au sous-sol, cette tour met à la disposition des salariés une salle de sport entièrement équipée, pouvant accueillir une centaine de personnes. Si un jour on est un peu énervé, qu'on a passé une mauvaise journée, on peut venir se défouler à la salle de sport. Non, c'est intéressant. Puis on s'attendait à une salle beaucoup plus petite en fait. Et les appareils sont bien, c'est grand, c'est propre. Non, vraiment bien. Cerise sur le gâteau, ces cadres bichonnés ont même un sauna sur leur lieu de travail. Un cadre de rêve, mais il ne faut pas se tromper. Ici, le seul objectif, c'est de faire du chiffre. Saadi, leur manager, va se charger de leur rappeler. J'espère que vous êtes contents de démarrage dans les nouveaux locaux. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a des objectifs et qu'on est pour l'instant à 32% des objectifs du mois. Seul un tiers des objectifs sont atteints. Sandra le sait, le seul moyen de décrocher de nouveaux contrats, c'est de se battre au téléphone. Pendant de longues heures, elle va comme tous ses collègues tenter de placer des consultants chez ses clients. Quand enfin, la réponse tant attendue arrive. D'accord. Bah écoutez, de toute façon, oui, c'était qui tout double. Hein. Bon bah c'est mort. Coup dur pour elle, son client a choisi un autre prestataire pour la mission. Saadi, qui a vu la scène, comprend qu'il doit remettre un coup de pression. Je compte sur vous, la journée n'est pas finie. On se revoit demain matin pour faire le point. Il faut absolument qu'on fasse évoluer les chiffres. En termes d'entretien et en termes de placement, il faut absolument qu'on monte. C'est un marché ultra concurrentiel qui impose un stress maximum. La seule chose qui fait tenir ces cadres comme Sandra, c'est le salaire. C'est un métier où on peut avoir de l'argent, donc tu te donnes et t'en as. Il y en a qui, au bout de 4 mois, peuvent déjà être à 2500, 3000 euros net. Les meilleurs peuvent gagner jusqu'à 7000 euros net par mois. Soit plus de 100 000 euros brut annuels, des rémunérations qui font rêver. À la Défense, le salaire moyen est parmi les plus élevés de France, près de 3500 euros net par mois, mais ça n'a pas toujours été le cas. À l'origine, la Défense était une banlieue pauvre de l'ouest parisien. Dans les ateliers, les conditions de travail sont pénibles et les habitants vivent dans des bidonvilles. Mais en 1958, Charles de Gaulle décide de raser ces maisons insalubres pour créer un hall d'exposition pour valoriser l'industrie française. Le CNIT est né. C'est un tel succès que les entreprises veulent toutes s'y installer. En 50 ans, ce quartier ouvrier va totalement se métamorphoser. Depuis une trentaine d'années, ce quartier possède même son propre commissariat. Mais ici, lorsqu'une équipe de la BAC part en mission, il n'y a ni gyrophare ni voiture. C'est basket obligatoire, car 90% de la Défense est une zone piétonne. Chaque jour, ils parcourent plus d'une dizaine de kilomètres à pied. À leur tête, le Major Gilles. Cela fait 15 ans qu'il sillonne et scrute le quartier. La Défense, c'est particulier à plus d'un titre. La particularité, justement, c'est cette circonscription qui est à la fois peu étendue, mais en même temps qui possède plusieurs niveaux de parking, de souterrains, de coins, de recoins, qui est quand même très varié. C'est compliqué de cibler vraiment des endroits pour obtenir des résultats en termes de sécurité. La journée, leur mission consiste à protéger les 500 000 personnes qui travaillent et transitent dans le quartier.
Surveillance des voleurs de téléphone, contrôle des pickpockets, c'est leur quotidien. Mais un des endroits qu'ils surveillent le plus, c'est le plus grand centre commercial de France. Les 230 boutiques attirent 40 millions de visiteurs tous les ans. Pour la BAC, la vigilance est maximale. C'est les soldes actuellement, hein. C'est le premier jour des soldes, donc ça va être gavé, ça va être rempli. On va voir ce que ça va nous amener. Ce que Gilles surveille, ce sont les vols. La technique, sortir des magasins avec la marchandise, cachée et sans la payer. Tout à coup, son œil est attiré par un petit détail. Jette un petit coup d'œil, Brice, va voir. Va jeter un coup d'œil dedans. Donc cette personne a un gros sac jaune qui est sérigraphié avec une marque de boutique qu'il n'y a pas dans le centre commercial. Donc bon, on va regarder discrètement dedans, voir s'il n'est pas doublé. Les sacs doublés, c'est la technique qui fait fureur en ce moment chez les voleurs à la Défense. Un étage plus bas, une autre équipe vient de procéder à l'interpellation des suspects. Nickel. Pour beaucoup. Hein. Une Game Boy, une DS avec ça. Le sac jaune était bien doublé, mais ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est qu'il y avait aussi une boîte. Il y a des gens dont c'est le métier de fabriquer ce genre de sac doublé d'aluminium. Ça s'achète 20, 30 €. Donc avec ça, vous n'avez plus qu'à faire les magasins. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus qu'à remplir le sac de ce qu'on veut. Voilà. Un petit jouet à 249 € avec encore l'araignée dessus. Passer les portillons de sécurité, ça déclenche rien. La femme n'a pas hésité à voler en compagnie de son fils pour ne pas attirer les soupçons. Mais c'est raté. Elle est emmenée au commissariat pour être entendue par les policiers. Elle encourt une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. À la tombée du jour, les hommes de la BAC viennent d'être appelés en urgence par un commerçant du quartier. Honnête, toi tu vas prendre les infos. Ouais. Tu me trouves le mec. Deux jeunes de bandes opposées ont décidé d'en découdre. Police là. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bon, c'est bon. Nique ta mère. Qu'est-ce qui se passe? On calme tout le monde. Oh, on se calme pas là. C'est bon, tu te calmes s'il te plaît. La tête de moi. Des membres de bandes rivales sont en train de s'affronter sur le parvis. Je suis pas bourré, moi, je suis énervé. Voilà, mais là, ma mère, il connaît pas ma mère, moi. Ok. Mais il connaît pas ma mère, moi, jamais dit dit ça. Pas de problème avec toi. Jamais dit ça. Pour l'instant, on n'a pas de soucis. On reste tranquille. Tu me fais un petit message radio là, on voit du monde là. Voilà. Des jeunes agressifs et visiblement très alcoolisés. La situation peut dégénérer à tout moment. Gilles préfère demander alors des renforts. C'est typique de la Défense, les mecs qui picolent, et puis après un petit regard, comme ça s'est passé, là vous l'avez vu, petite provocation, moi j'habite là, pourquoi tu me regardes, et toi t'es telle cité, et bon, c'est parti. Là on n'intervient pas, ça se fracasse, puis après on vient, on récupère le morceau. Il y a quelques années, le tranquille quartier d'affaires a connu une explosion de violence. La Défense est devenue le terrain de jeu préféré de bandes venues de toute la région parisienne pour s'affronter. La plus connue, la Def Mafia, ici sur ces images inédites lors d'un règlement de compte ultra violent. La victime sur laquelle il s'acharne s'en sort par miracle. Affolée, elle n'hésite pas à traverser la voie de train pour s'enfuir. La police intervient sous le regard médusé des passants. Il est 19 h, la scène se passe en plein milieu du hall de la gare RER. Il y a 3 ans, ces bandes faisaient régner la terreur. Tu vois là où il est adossé, personne n'aurait pu s'adosser. Même moi, si je m'étais adossé là, c'était une source de problème. Si je venais avec mon équipe, je le faisais, ça s'écartait en bougonnant. Si je m'étais mis là seul, je prenais des baffes. Après une enquête minutieuse sur plusieurs années et une lutte acharnée, la BAC a réussi à faire tomber la Def Mafia il y a 3 ans. Depuis, la mission de Gilles consiste à empêcher qu'une autre bande s'approprie la Défense. Justement, ce soir, Gilles, le major de la BAC et ses hommes ont été réquisitionnés pour l'événement de l'année à la Défense, le bal des pompiers. Tous les services sont mobilisés car la soirée est sous haute tension. Plus de 1000 personnes sont attendues. Avec l'alcool et la drogue, cela peut dégénérer à n'importe quel moment.
À la tête du dispositif policier, le capitaine Alain Durand. Au début, la fête se déroule dans la bonne humeur. Les familles sont venues nombreuses pour s'amuser. Mais au fur et à mesure que la soirée avance, de plus en plus de bandes investissent la soirée. Pablo Picasso, ça c'est la cité, c'est 92 milliardaires. 92 milliardaires, on nique la flicaille. Minuit, la soirée commence à dégénérer, tandis qu'une première bagarre éclate à l'intérieur. Devant l'entrée, certains jeunes commencent à s'en prendre à la police. Attends, il y a un mec qui s'agite là. Dites, il y a une vingtaine de mecs qui remontent de Lublin là, sur le parvis. Info de la BAC 721. Les cités voisines de la Défense veulent investir le parvis. Les forces de l'ordre décident de mettre fin à la soirée 2 heures avant l'horaire prévu. Ils coupent la musique en demandant au public de quitter les lieux dans le calme. Comme la musique est terminée, la fête est finie. Mais certains ne l'entendent pas de cette oreille. Les collègues, vous en laissez 4 là-bas, les autres viennent ici. Ah, ok. Comment dans ces cas-là, il faut garder son sang-froid Tout à fait, oui. Courtoisie et politesse. La situation va l'obliger à contredire son beau discours. Dégage, c'est on te finir, t'as nuit au poste. Allez, casse-toi. Monte avec tes copains là. Allez, casse-toi. L'objectif est de renvoyer les bandes jusque dans leur cité voisine. Problème, 100 mètres plus loin, les fauteurs de troubles bloquent le passage. L'issue est inévitable, les deux camps sont face à face. Tu te sens pour un ouais. Je promets rien mais je me sens bien. Attendez. Qui me garde ça? Vas-y, Brice. Il y a un autre. Le capitaine Durand lance alors ses troupes. Allez-y! Les forces de l'ordre font mine de revenir sur leur pas. Recule encore! Reculez! Non, mais laisse là, sinon ils vont jamais y aller. C'est bon. Dès qu'ils passent le pas, ils sont baisés. Mais en fait, il s'agit d'une tactique. Reculez! Dépêchez-vous! Pas de provocation! Reculez! Pas de provocation! Reculez! Eh viens, si t'es un homme, viens! Plusieurs policiers sont restés cachés dans les bosquets sur les côtés. Le piège se referme. Allez, viens! Tranquillement. Chez les interpellés, le ton a baissé de quelques crans. J'ai une entorse au genou. Y a pas de souci. Va falloir que vous me relevez. Outrage, rébellion, incitation à l'émeute, les interpellés risquent jusqu'à 7 ans de prison. La Défense, c'est le carrefour entre plusieurs univers très différents. Plusieurs mondes se rencontrent, des mondes en col blanc, enfin, le monde des gens qui y travaillent, le monde des gens qui viennent en profiter, et le monde des délinquants aussi. Pour défendre leur territoire, les forces de l'ordre patrouilleront toute la nuit. La Défense est un quartier qui ne dort jamais. À 5 h du matin, une toute autre brigade entre en action. Eux travaillent dans l'ombre. Tout est fait pour qu'ils ne croisent jamais les cols blancs. Pourtant, sans eux, les tours ne pourraient pas accueillir les salariés dans la journée. Toi, tu vas faire l'extérieur, tu vides la poubelle, tu ramasses tout le gobelet qui traîne par terre, tout le papier et tout le mégot de cigarette. Et tu commences à nettoyer les toilettes femmes et après les toilettes hommes. Roger est chef d'équipe. S'il est aussi directif, c'est parce que pour nettoyer la tour et ses 35 étages, le temps est compté. Roger ne peut pas se permettre de perdre une minute. On a 3 heures, de 6 h à 9 h, parce que là, après, il faut arrêter. Les gens commencent à travailler, il ne faut pas que les gens de nettoyage soient en train de tourner avec l'aspirateur ou de faire du bruit. Pour Roger et son équipe, il faut commencer par nettoyer les dizaines de baies vitrées situées en bas de la façade. Un travail titanesque causé par la négligence des habitants de la tour. On est obligé de le faire tous les jours parce que les gens, à partir de vers 8h30, 9h, ils sortent dehors prendre le café et les cigarettes.
Donc après, il s'appuie ici sur le vitre, il met la main, des fois il met même le pied. Chaque nuit à la Défense, il serait plus d'1 millier à faire place nette dans les bureaux pour que les cadres puissent travailler dans la journée. Dans les coulisses de la tour la nuit, on peut croiser aussi Alain, le responsable de la sécurité, accompagné de son adjoint. Ils font leur ronde technique. Alors là, on est au niveau du local groupe électrogène, donc c'est un point assez sensible au niveau de la sécurité du site. Sensible, car voilà ce qui se trouve derrière la porte. Là, on a 2 moteurs de sous-marins qui nous servent de groupe électrogène, donc qui délivrent chacun 2 fois 1800 kVA, et ce qui nous sert en fait de source d'énergie pour alimenter les différents systèmes de sécurité du site, quoi. Des moteurs de sous-marins capables d'alimenter en énergie l'équivalent de 300 maisons pendant plus de 2 jours en cas de panne d'électricité. Mais le risque numéro 1 dans une tour, c'est l'incendie. Alors pour éviter toute catastrophe, dans ce bâtiment de dernière génération, on n'a pas lésiné sur les moyens. On a 144 000 litres d'eau qui peuvent être utilisés à tout moment pour pallier un début d'incendie. 144 000 litres d'eau, c'est l'équivalent de 25 Canadair. La tour est entièrement équipée de ce système d'arrosage automatique qui peut intervenir au moindre début de flamme. Chaque année, le budget nettoyage et entretien des tours de la Défense serait de près de 100 millions d'euros. Grâce à Roger, Alain et toute leur équipe de petites mains, les 2000 employés de cette tour vont pouvoir attaquer une nouvelle journée de travail dans les meilleures conditions. Au même moment, à Sucy-en-Brie, en grande banlieue parisienne. À ce soir. Grégoire est cadre chez un grand producteur d'énergie. Tous les matins, pour se rendre à son travail, il emprunte le RER. Ça fait 12 ans, depuis septembre 99. Et là, vous allez où? La Défense, comme la plupart des gens. Et c'est parti. Sucy-en-Brie, Paris, La Défense, un trajet d'une trentaine de kilomètres qu'il connaît par cœur. Mais depuis toutes ces années, ce qui a beaucoup changé, ce sont les conditions de voyage. Il y a 10 ans, je mettais 45-50 minutes, à peu près. Et aujourd'hui, maintenant, malheureusement, il a quasiment doublé. C'est beaucoup plus long. À chaque station, il y a du monde qui monte et ça n'arrête pas. Tout le temps. En 10 ans, le trafic voyageurs sur la ligne a quasiment doublé. À chaque arrêt qui le rapproche de la Défense, des dizaines, des centaines de personnes se pressent pour se rendre sur leur lieu de travail. Grégoire n'a aucune garantie d'arriver à l'heure. Si on a une réunion, on est obligé, une réunion importante, on est obligé de prévoir large pour être sûr d'être à l'heure. On sait à quelle heure on part, mais on ne sait jamais à quelle heure on va arriver. Il y a toujours le risque d'arriver en retard. Arrivé à la station suivante, Votre attention s'il vous plaît, je vous informe que suite à la présence d'un colis suspect, le trafic est fortement perturbé. un trafic fortement perturbé, cela implique moins de trains qui circulent pour transporter les centaines de milliers de passagers habituels. Le résultat est une cohue indescriptible. Notre caméra se retrouve coincée au milieu de la foule. Mais alors pourquoi ces dysfonctionnements quasi quotidiens ? La RATP ayant refusé de nous répondre, nous nous sommes adressés directement à Luc. Il est conducteur de RER sur la ligne de la Défense depuis plus de 15 ans. Au fil des ans, il a vu la situation se dégrader. On a énormément de problèmes qui sont dus à l'augmentation justement du nombre de voyageurs qui est considérable, qui sont les malaises, qui sont les accidents graves voyageurs, quand même plus de 40 par an. Les malaises, on en a compté jusqu'à 500 par an, c'est énorme. Les pannes matérielles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on opère avec 4 matériels différents, dont ce matériel-ci qui a plus de 40 ans d'âge, il faut le rappeler. Des trains vieillissants devenus obsolètes, mais qui ne sont pas la seule raison. La conception même de la ligne pose aujourd'hui un problème inextricable. Nous avons donc un bouchon considérable au niveau de la fourche, à l'arrivée. De toute façon, l'engorgement, il est là. Voilà. Le RER A traverse toute la région parisienne d'est en ouest. Le problème, en 10 ans, le nombre de voyageurs en gare de la Défense a augmenté de 30%. Des gens qui viennent en majorité de l'est de Paris, 36% en plus sur la même période. Alors le matin, quand tout le monde veut rejoindre le bureau, ça coince. À moins de construire une deuxième ligne,
les problèmes ne sont pas près d'être résolus. Le train de Grégoire arrive enfin en gare. Pourtant, il n'en a pas encore fini avec la foule. La marée humaine, c'est le flux des gens qui viennent à la Défense. On fait la queue dans le RER, on fait la queue pour aller à la gare, on fait la queue dans le RER, on est serrés les uns contre les autres et après ça continue jusqu'ici. Chaque jour, la gare accueille plus de 250 000 voyageurs qui arrivent quasiment tous entre 8h et 9h le matin. À ce moment-là, la gare est au maximum de ses capacités, la foule s'accumule. Les sorties déversent leur flot de cadres pressés qui rejoignent leur tour. La Défense ressemble à une véritable fourmilière. Grégoire, lui, touche enfin au but. Et bien ce matin, bilan, départ 8h moins 5 de la maison et on arrive à 9h37 à la Défense, 1h30. C'est le temps normal malheureusement pour venir au lieu de 50 minutes à la Défense. Et c'est comme ça tous les jours? Et c'est comme ça tous les jours quasiment. Ça peut être bien pire. Chaque année, 35 millions de voyageurs comme Grégoire transitent par la gare pour se rendre dans leur tour. Pourtant, au pied de ces bâtiments, on trouve une autre population qui n'est pas ici pour travailler, mais pour tenter de survivre. Chaque jour, il serait plus d'une centaine de SDF à faire la manche au pied des tours. Pour leur venir en aide, depuis 15 ans, un centre d'accueil a été ouvert dans le quartier. Installé discrètement sous une passerelle, comme s'il fallait les cacher. Entre les cadres et eux, ce sont deux mondes qui se côtoient, sans même se voir. À la tête de ce centre, Caroline. Je pars à Tahiti, moi. Bora Bora. C'est quoi ton prénom? Redonne-moi ton prénom. Bora Bora, Tahiti. Mais t'as bien de la chance. Et je vais draguer les femmes de Tahiti. Comme Thierry, SDF du quartier, ils sont chaque jour une trentaine à pousser la porte de l'association pour dormir dans un lit, faire un brin de toilette ou prendre un petit déjeuner. Mais pourquoi y a-t-il autant de SDF en plein milieu de ce quartier d'affaires? On est au milieu du département, vraiment. Il y a le 92 Nord, 92 Sud et la zone centrale, c'est la Défense. Et en fait, c'est là que convergent beaucoup de transports en commun. Pour tenter de créer du lien entre les cols blancs de la Défense et les SDF, Caroline a organisé une journée un peu particulière. Ses employés d'un leader mondial de l'informatique travaillent dans une tour à proximité. Pour la première fois, ils vont pousser la porte du centre. Rencontre entre deux mondes qui s'ignorent totalement. Donc c'est IBM qui vient, la société IBM qui vient passer la journée avec nous. Au début, difficile de briser la glace. Martine, directrice financière à l'initiative de la journée, se lance la première, mais sans grand résultat. On s'est vu déjà. Oui. Je peux m'asseoir ici? Il y a quelqu'un? Peut-être il y a quelqu'un. la dame qui travaille. Pas facile pour les SDF de faire une place à ces étrangers si différents d'eux. Pourtant, après plus d'une heure de palabres, Martine réussit à établir le contact. Le pari est en passe d'être gagné. Peut-être qu'après, quand ils croisent des gens sur la dalle qui vont à leur bureau, ils les regardent eux aussi pas de la même façon, comme nous on les regarde pas de la même façon. Et c'est pas parce qu'on est cadre dans une entreprise qu'on n'a pas de problème, on n'a pas les mêmes problèmes qu'eux, on va dire. Et là, partager un repas, il n'y a rien de mieux de partager un repas. Martine a le sourire, mais elle va découvrir une autre réalité de la Défense. Dans ce centre, on est très loin de son bureau confortable et des petites mains qui font le ménage. Oh là là, c'est sacrément inondé. Il y a des crottes. Ah non, arrête. Des toilettes qui refluent dans les douches, des fuites à répétition, Martine est obligée de prendre les choses en main. Avec des balais, c'est bon aussi. Vous pouvez la récupérer, l'eau, là? Non? Pas sûr que notre directrice financière avait imaginé ce matin passer le balai les pieds dans l'eau. Caroline, la présidente, semble accablée. Le problème, c'est que c'est très récurrent. Et donc voilà, donc, du coup quand on n'a plus d'eau et quand on ne peut plus évacuer, c'est très embêtant parce qu'on n'a plus de douche, on n'a plus de machine à laver, on ne peut plus faire la vaisselle parce qu'on n'a pas de lave-vaisselle. Ça plombe l'ensemble de l'activité en fait. Cet hiver, on a même été obligé de fermer 3 jours tellement on s'en sortait plus et tellement on était sous l'eau. Une situation qui met le centre dans l'illégalité. Les autorités lui imposent d'effectuer de gros travaux chiffrés à 200 000 €. Il ne reste plus que 15 jours à Caroline pour trouver cette somme. En cas d'échec, tous les habitants vont devoir quitter les lieux et retourner dans la rue.
La rue, Francky la connaît bien. Suite à un accident de travail, ce SDF de 40 ans est tombé dans la précarité. Moi j'ai connu l'hôpital de Nanterre, l'ancien CHAPSA qu'il y avait, c'était genre des algécos. Ils dormaient et tout, j'ai connu en 98. Là-bas. Depuis 13 ans, il navigue entre les centres d'accueil du département et les abris de fortune. Mais depuis quelque temps, le centre accueille une population plus âgée. Colette est là depuis plus d'1 mois. Caroline, la directrice, s'est pris d'affection pour cette grand-mère de 58 ans, expulsée de chez elle du jour au lendemain. À l'heure actuelle, il n'y a que ça pour m'accueillir, pour que je puisse dormir. Autrement, ça serait dans la rue. Qu'est-ce qui peut m'arriver dans la rue? Je ne vais pas dire que je vais faire une bêtise, mais parce que j'ai des enfants et des petits-enfants, mais vous vous dites ça, vous vous posez la question. La Maison de l'Amitié est devenue son nouveau foyer. Aujourd'hui, l'association est en péril et cela la révolte. Il y a des gens qui dépensent, qui viennent travailler, il y a des millions et des milliards ici. Je sors de chez moi, je vais au boulot, je rentre chez moi et puis voilà. Ce qu'il y a autour, ils n'en ont rien à faire. Le compte à rebours est lancé. Dans 2 semaines, si les 200 000 € n'ont pas été trouvés pour financer les travaux, Colette et Francky n'auront plus qu'à faire leurs valises et retourner dans la rue. Au milieu de ces immenses tours de bureaux, on trouve aussi des logements. 20 000 personnes vivent ici dans des appartements. C'est le cas de Janine. Elle habite ce spacieux 3 pièces de 120 mètres carrés, avec en plus une grande terrasse. C'est un petit coin de paradis ici. Ah ben tout à fait. Et c'est plus qu'un coin de paradis. Je vois les péniches placées. Et quand il y a du brouillard, les péniches, c'est fabuleux. Cette jeune grand-mère vit ici depuis plus de 20 ans et elle n'échangerait de logement pour rien au monde. Cette merveilleuse terrasse, cette merveilleuse vue. Et qui a ce genre d'appartement à 3 minutes du métro, en plein Paris? Je pense que c'est vraiment un privilège extraordinaire. Commerce en tout genre, café, terrasse, il ne manque rien pour vivre ici. Plus étonnant encore, il existe même entre habitants une véritable vie de quartier. Alors, petit Moumou, oh qu'il est mignon. Ah. Oh, super. Dans le béton, il y a un village. Dans tout ce béton, on a créé un village. Depuis 10 ans, la majorité des appartements de ce quartier appartiennent à un bailleur social qui les a acquis pour 20 millions d'euros. Mais voilà, il y a 2 ans, un promoteur russe a proposé la coquette somme de 50 millions d'euros pour y construire ça. Aussi grande que la tour Eiffel, ces 2 tours d'une valeur de 2 milliards de dollars doivent remplacer les logements sociaux. À l'intérieur, hôtel 5 étoiles, piscine et appartements de luxe. Mais pas question pour Janine de se faire expulser. Pour mener la bataille, elle a créé une association et battu le rappel des troupes. L'heure est à la colère. C'est une petite ville qu'ils sont en train de vouloir détruire, alors qu'on a tellement de mal à se loger. C'est absolument aberrant. En fait, les tours vont être érigées à la place de ces 3 bâtiments. 250 logements sont menacés. Pour l'association de Janine, difficile de se faire entendre. Ils envoient des courriers en disant qu'ils en ont rien à foutre de la loi et puis que c'est comme ça et point barre. Pour preuve, voici un courrier reçu de leur propriétaire lorsqu'ils demandent des précisions concernant l'évolution de leurs charges. Notre société a décidé de ne pas appliquer les décisions des arrêts de la Cour de cassation auxquels vous faites référence. Ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'on a quand même, d'un côté comme de l'autre, on a tous nos avocats. Voilà. Et ça, ils n'avaient pas pensé qu'on allait réagir. Leur association a déposé plusieurs recours en justice contre le projet. Celle qui, parmi eux, est la plus menacée, c'est Bouchra, une jeune mère de famille. Elle vit dans le premier bâtiment qui doit être détruit. Bouchra, c'est un peu la dernière irréductible. Sur la liste des boîtes aux lettres, il ne reste plus que son nom. Il n'y a plus personne, ils ont tous délogé. Et leur ont fait des propositions autre part. Et voilà, ils sont tous partis sauf moi. Et vous ?
Non, moi ils ont beau faire la pression, je les arriveront pas. Bouchra sourit pour se donner du courage, mais l'ambiance n'est pas à la fête. Il y a encore quelques mois, près d'une trentaine de familles vivaient ici. Aujourd'hui, Bouchra est seul. Les bâtiments ne sont plus entretenus, les portes des appartements sont condamnées, l'ambiance est à la désolation. Ça c'est fermé, hein. Ah, tenez, c'est ouvert. On va essayer d'entrer. C'est un studio comme moi. Voilà, qui a été vidé. Et quand c'est vidé, en fait, il casse tout. Et l'été dernier, en fait, il a fait excessivement très chaud. Et en fait, l'odeur, toutes les odeurs de canalisation remontaient. Et c'était infect. On pouvait pas vivre ici. L'odeur était... on pouvait pas tenir. Tellement c'était horrible. Et moi, je venais de tomber enceinte. Et j'ai fait une coup de souche à cause de l'odeur que j'en pouvais plus. Et la chaleur, l'odeur, le bruit, tout ça. Et ça, c'est de la pression toujours. Et je me suis retrouvée à l'hôpital à faire une hémorragie parce que je tenais plus, quoi. Malgré cette épreuve, Bouchra veut continuer le combat. Pas question pour elle de lâcher son appartement. Sur la terrasse, les souvenirs reviennent. C'était une jambe qui était là. Ici, c'est des effets personnels. Il y a un sac, une grande marque, il y a même des photos. Elle était obligée, à mon avis, ils ont dû lui mettre énormément la pression, lui donner un appartement qui devait être beaucoup plus petit. Et il y a des affaires qu'elle n'a pas pris avec elle. Elle a laissé beaucoup de choses. C'est horrible de voir ça. C'est horrible. C'est horrible. Sa plus grande angoisse, que les travaux de démolition commencent du jour au lendemain. Car voici le courrier qu'elle a reçu il y a 6 mois. À l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du présent congé, vous serez déchu du droit au maintien dans les lieux. Le propriétaire a demandé à la justice d'expulser Bouchra. Le verdict est imminent. Au bureau du promoteur que nous contactons, on n'attend plus que ça. En fonction de cette décision, normalement, elle devrait être amenée à quitter les lieux. À partir de là, la destruction devrait commencer immédiatement après. Retour aux 4 temps, le plus grand centre commercial de France. Autour des escalators, Gilles, le major de la BAC, semble faire une pause entre 2 arrestations. Mais les apparences sont trompeuses. En fait, il surveille un drôle de manège invisible pour le grand public. Des hommes s'observent discrètement autour des escaliers. T'as quasiment 10 personnes qui stagnent là. Ils sont à la rambarde, ils sont comme eux contre les murs, ils sont dans les chiottes, les mecs qui pissent pendant 1 heure. Ils se regardent. Et puis après, ils vont descendre par là, et dans un endroit qui est vraiment particulier. Cette zone du centre commercial est un point de rencontre homosexuel. Gilles a repéré un individu au comportement douteux qui est descendu vers les parkings. Il décide de le suivre à distance. L'homme s'est engouffré derrière cette porte. Inscription obscène, détritus douteux. Gilles demande d'être discret, car il a entendu du bruit. Police! Bonjour, police. Vous avez une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît? Oui, c'est pourquoi? C'est pas ce que je vous demande, monsieur. Monsieur, j'ai une pièce. Je pratique pas la langue de bois. Cet endroit est quand même particulier. Vous le savez comme moi, même si vous allez peut-être le nier, peu importe. Mais bon, c'est un endroit qui est destiné à certaines choses. L'homme, en chemise-cravate, affirme s'être perdu à la recherche du métro. C'est une belle histoire, je la crois pas, mais c'est pas grave. Hein, on va faire... D'accord. On va dire que... Évitez de vous tromper la prochaine fois. D'accord. Ok, bonne fin de journée. La sortie, au revoir. À l'heure de sortie des bureaux, nous filmons ce couloir en caméra cachée. C'est un défilé ininterrompu d'hommes qui se suivent pour aller se retrouver dans des recoins tranquilles. Gilles patrouille régulièrement dans le secteur, car dans ces parkings, il y a parfois des pratiques beaucoup plus graves que de simples jeux sexuels entre adultes consentants. L'homme qui est conduit menotté est un cadre du quartier. Il travaille pour une des nombreuses sociétés qu'abritent les tours de la Défense. Placé en garde à vue pour atteinte à l'intégrité physique d'une personne, il est au cœur d'une affaire extrêmement grave. Quelques minutes auparavant,
il a été interpellé dans un parking en compagnie de ces deux adolescents. L'inspecteur procède à l'audition. On est d'accord sur, il y a bien proposition d'actes sexuels avec cette personne. Mais on était dans la chambre. Oui. On cherchait à manger pour Oui, manger. c'est pour manger. Et lui, il a regardé, le monsieur l'a dit pour venir. D'accord, il a vu ton copain et il a dit qu'il était intéressé. Ouais. C'est ça. Et t'as dit tout de suite la somme qu'il voulait donner? Combien? 20 euros, d'accord. Pour 20 euros, l'homme aurait demandé au plus grand, âgé de seulement 16 ans, s'il pouvait lui faire une fellation dans un parking. C'est un cadre, enfin un costard-cravate, oui, comme vous dites, costard-cravate, quelqu'un de tout à fait honnête. Enfin, quand on le croise, on ne douterait pas qu'il peut s'adonner à ce genre de choses, quoi. Pour ce délit, il risquerait 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Pourtant, le procureur décidera finalement d'abandonner les poursuites au motif que le plus grand des adolescents pouvait paraître majeur. Le suspect sera finalement relâché, ses 20 euros restitués. À la Maison de l'Amitié, le lieu d'accueil des SDF, c'est cocktails et dîner de fête pour Francky et Colette. Oh là là, quelle ambiance! Pourtant, malgré l'ambiance festive, certains ont le cœur lourd. C'est que demain, nous on est en galère, quoi. On ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Et qu'aujourd'hui on est tous ensemble gentiment, mais demain on sera tous séparés, quoi, tous en galère. À la Défense, l'association de Caroline n'a pas réussi à trouver les 200 000 euros pour continuer l'accueil de nuit. On rend 12 places, enfin en quelque sorte on ferme 12 places qui étaient normalement des places attribuées aux 115 et du coup qui seront pas remises ailleurs pour l'instant, quoi. Donc c'est-à-dire qu'à partir de demain, il n'y a plus d'accueil de nuit sur la Défense. Il n'y a plus d'accueil de nuit sur la Défense à partir de demain soir. Cela fait 12 ans que cette association offrait un vrai lit aux SDF du quartier. Ils pourront toujours venir prendre un repas chaud dans la journée, mais pour ce qui est de dormir, c'est la dernière fois que tout le monde va se coucher au pied des tours. Le lendemain matin, le réveil est difficile. Les amis, il faut se réveiller parce que le petit café arrive. Pour Colette, c'est l'heure des adieux. Mais non. Bon, allez, tu vas aller prendre ton petit déjeuner tranquillement. Attends. Elle quitte la Maison de l'Amitié pour rejoindre un nouveau lieu d'accueil. Caroline, la directrice, s'est démenée pour lui trouver une place dans un nouveau centre. Mais pour les plus jeunes comme Francky, c'est une toute autre histoire. Maintenant que le centre est fermé, il va devoir retourner dans la rue. Quelques jours plus tard, nous avons retrouvé Francky. Il s'est lié d'amitié avec Rachid, un autre SDF. Rachid, c'est un malin. Pour faire la manche ici, il a compris qu'il fallait respecter les codes vestimentaires de la Défense. Porter un pantalon propre et un blazer. Depuis quelques jours, il enseigne à son poulain comment se fournir en cigarettes gratuitement. Bonjour, je peux vous acheter une cigarette s'il vous plaît? Excusez-moi monsieur, bonjour. Je peux vous acheter une cigarette s'il vous plaît? Excusez-moi monsieur, je peux vous acheter une cigarette s'il vous plaît? Je vais vous donner une cigarette. Et ça marche. Mais pour y arriver, Rachid a rodé son argumentaire comme un vrai commercial. Je pense que ça déprime la personne en costard, vous voyez, le mec bien cintré. Si vous lui proposez 50 centimes, pour lui c'est modeste, alors il vous la donne. Ça évite de... je sais pas comment dire ça. En fait, c'est comme si vous sous-estimez la personne. Et ils supportent pas ça, ces gens-là. Malgré son look de jeune homme de bonne famille, Rachid est comme Francky, SDF. Nos deux compères se rendent au centre commercial. Mais eux n'ont pas les moyens d'aller faire les courses. On va boire l'apéro, là? Ouais. Ok. Alors, direction les quais de chargement où ils retrouvent d'autres compagnons d'infortune. Ça va? Ouais. Salut monsieur, ça va? Et toi? Ouais, je vois ça. Ça faisait longtemps, Jelani. Nous, on a squatté dans les catacombes, je sais pas comment on appelle ça. Ici, là?
Ouais, à la def, ouais. Ah ouais? Ah, quand même. Difficile d'imaginer que nous sommes dans les coulisses du plus grand centre commercial de France. Ces SDF ont pris l'habitude de se retrouver ici pour passer un moment ensemble. C'est un peu le bistrot, quoi. C'est où on se pose pour boire une bière, discuter entre SDF. Et puis voilà, quoi. C'est un petit moment de plaisir dans toute cette misère. On parle de tout et de rien, de qui dort où, tu vois, pour pas se mélanger. Des informations précieuses car tous les SDF qui se retrouvent ici habitent dans la Défense. Le squat de Francky et Rachid se trouve au niveau des parkings. Derrière cette porte, on découvre un tout autre monde. Et les gens ne peuvent pas imaginer dans quel contexte on est, où on vit, où on dort. Tout ça, c'est vraiment caché, quoi. On ne voit pas, quoi, tout ça. À la Défense, voilà leur domicile. Allez. À ton tour. C'est ici. Cette ancienne galerie technique leur sert aujourd'hui d'abri. Quelques couvertures, un peu de mobilier. Dans la pénombre, la poussière, les odeurs de moisis, ils tentent d'organiser un semblant de vie. Bah voilà. Vous êtes dans le salon, chambre à coucher. Séjour, cuisine. La totale. On vient là, on se pose ici, on dort, je dors ici, quoi. Je fais en sorte de vivre comme je peux. Vivre, ou plutôt survivre, car la nuit, dans les sous-sols de la Défense, c'est un monde dangereux. C'est un bâton qu'on a là, comme ça, que j'ai tout le temps constamment à côté de moi, parce que la nuit, ça rôde, quoi. Il y a beaucoup de gens qui passent, qu'il y a des allées et venues, on ne sait pas ce qui peut se passer. Malgré que c'est pas un couteau ou quoi au caisse, mais bon, ça me permet de pouvoir me défendre en cas de problème, quoi. Voilà. Se défendre, s'équiper, chaque étape de la vie de Francky et Rachid est un nouveau combat. 2-3 couvertures, si possible, parce que c'est pas tout le temps possible d'avoir une couverture. Tout à fait. Ça paraît banal, mais pour nous, c'est... C'est important. Pour avoir ça, c'est... Voilà, il faut se battre. Enfoncés dans les sous-sols, 5 étages sous les tours, l'hiver, il peut y avoir de 3 à 500 personnes qui vivent comme eux à la Défense. Des hommes obligés de dormir dans les sous-sols. Pourtant, à la Défense, les bâtiments non occupés, ce n'est pas ce qui manque. À quelques pas de là, Chris Holloway, un important promoteur immobilier travaillant pour un fonds d'investissement, nous présente son dernier bébé, la tour Petronium. C'est le premier bâtiment entièrement écologique de la Défense. Sur la toiture, nous avons une station météo qui, avec le passage du soleil qui tourne, peut orienter automatiquement l'angle de ces stores pour qu'ils soient au plus performants. Malgré ces équipements dernier cri qui permettent de baisser de 30% les charges de fonctionnement, le bâtiment est vide. À la Défense, près de 500 000 m², soit près de 15% des bureaux, seraient aujourd'hui inoccupés. À cela, une raison toute simple. C'est un souci d'économie. La plupart des demandes actuellement courent à cause de la conjoncture économique. Les gens courent après les locaux bon marché. Et on ne peut pas prétendre que cet immeuble particulièrement ou que les autres immeubles à la Défense sont les moins chers de l'Île-de-France. Pour s'installer dans cette tour de 10 000 m², il faut débourser plus de 5 millions d'euros par an de loyer. En attendant de trouver preneur, Chris a eu une idée. Sur le toit de l'immeuble, il vient rendre visite à ses premiers locataires. C'est les premiers occupants de mon immeuble, de notre immeuble, effectivement, parce que l'immeuble est toujours donc en commercialisation. Nous n'avons pas de locataires, mais nous avons des occupants ici de la terrasse, donc nous accueillons avec grande satisfaction. 10 000 m² de bureaux pour faire butiner 50 000 abeilles. Chris produit sans doute le miel le plus cher du monde. Dans la résidence des damiers ce matin, un drôle de manège trouble la tranquillité du voisinage. En entendant ce vacarme, Janine, de l'association de défense des riverains, voit son pire cauchemar se réaliser. Ils sont en train de commencer les travaux en passant outre tous nos recours et toutes les actions en justice que nous avons menées.
C'est dramatique. Janine en est persuadée, la démolition des bâtiments a commencé. Excédée, elle se précipite vers le rez-de-chaussée. En chemin, elle en profite pour rameuter les troupes au téléphone. Objectif, faire cesser le chantier. Quand elle arrive, le ton monte déjà avec le responsable des travaux. Non, vous nous dites que c'est un chantier. Il n'y a pas d'indication de chantier. Il n'y a pas d'autorisation de benne. Vous voyez bien qu'il y a des travaux, il y a une benne, il y a des véhicules, il y a des bouteilles de gaz. Donc, non, vous arrêtez s'il vous plaît, sans ça, votre caméra. Cela fait des mois que les habitants redoutaient ce moment. Ils savent très bien qu'après avoir vidé les appartements, les grues vont arriver pour attaquer la démolition. C'est toujours la même histoire, parce qu'en fin de compte, quel que soit ce qui se passe à la Défense, il n'y a absolument aucune information. Et quand on va chercher l'information, on se fait jeter comme des malpropres. L'association de Janine a déposé des recours contre les permis de démolir. Le sort de leur logement est maintenant entre les mains d'un juge. Mais ce jour-là, elle va avoir une très mauvaise surprise. Bonjour madame. Maître de Coulac-Mazérieux est l'avocate de l'association qui défend les habitants du quartier. Il y a quelques jours, elle a reçu une assignation. L'association a reçu une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'être condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive qui s'élèvent à 8 millions d'euros. Pardon ? Le promoteur leur réclame une fortune car avec leur action en justice, ils auraient ralenti les travaux. C'est un véritable scandale. Aujourd'hui, dans l'association, il y a à peu près une quarantaine de membres. Et donc ça veut dire que chacun... Ça veut dire vous divisez 8 millions par 40. Chaque membre devrait ainsi verser 200 000 € au promoteur. Un promoteur que nous avons joint par téléphone. Moi, j'ai très simple. Si je fais un reportage, c'est à mes conditions. Si vous voulez quelque chose, ça sera à mes conditions, dans mon délai, avec les questions qui m'intéressent. Des conditions inacceptables pour un interview équilibré. Retour aux infras, le premier bâtiment qui doit être démoli. Bouchra, la dernière habitante menacée d'expulsion, a reçu un courrier de son propriétaire. La loi l'oblige à lui proposer de nouveaux appartements afin de la reloger. Là, en fait, je vais à Nanterre parce que je reçois un courrier de Logitransport qui m'a dit comme quoi il me propose un appartement sur Nanterre. Une pièce au rez-de-chaussée, une surface habitable de 42 mètres carrés avec un loyer hors charge de 237,25, un montant de charges locatif de 71,96. Bouchra, qui adore son quartier, est obligé de prendre sa voiture car l'appartement qu'on lui propose est loin. Plus de 20 minutes de trajet. Là, on arrive parce qu'on a limité à Nanterre, juste là. Elle va visiter les environs de son futur logement. C'est par là, Bouchra ? Apparemment, oui, c'est là, c'est une immense cité. Ça me fait peur parce que comparé au petit immeuble de 3 étages où je vis actuellement, je me dis, voilà, je suis dans un vrai banlieue. Barre d'immeubles, jeune désœuvré dans la rue, Bouchra continue à chercher. C'est dans une petite rue en fait, c'est une rue qui donne... T'as entendu ce qu'ils ont dit les gens? Donc l'accueil n'est pas chaleureux. Hein. Les insultes fusent et l'immeuble est loin d'être équivalent à celui qu'elle va devoir quitter. À la place de la Seine, un immeuble en vis-à-vis. Plus de péniches, mais des RER. Pas un seul commerce de proximité. Bouchra est loin d'être emballé. Tous les jours, je vais sortir de chez moi avec un nœud à l'estomac. À la Défense, on se dit bonjour tous les jours à tout le monde. Même le petit commerçant à côté, on se connaît. C'est le jour et la nuit. Le lendemain matin, Bouchra a retrouvé son immeuble de la Défense. Elle a rendez-vous avec son avocat et il a une bonne nouvelle pour elle. Pour que le promoteur puisse attaquer les travaux, il a besoin de la mettre dehors. Bonjour madame. Vous allez... Ça va vous-même? Ça va très bien. Alors vous avez eu des nouvelles? Ça y est, j'ai le jugement. Le tribunal nous a entendus.
Voilà. C'est une bonne nouvelle. Donc il a fait droit à notre demande. C'est une très bonne nouvelle. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, je ne suis pas expulsable. Je dois rester chez moi tranquillement jusqu'au prochain jugement. Enfin, une éclaircie. Le tribunal a interdit son expulsion. Et vu les délais judiciaires, le promoteur ne semble pas prêt de pouvoir attaquer les travaux. Le calendrier de procédure n'est pas encore fixé. Je pense qu'avant le deuxième semestre de l'année 2012, on n'aura pas, en tout cas pas de décision, sûrement pas. Bouchra va pouvoir respirer un peu, mais la bonne humeur est de courte durée lorsqu'elle rentre chez elle. Dans une des cages d'escalier, c'est la désolation. Des détritus jonchent le sol. Visiblement, elle semble avoir été squattée. À mon avis, ils ont essayé de le brûler parce que là, on a des restes tout noirs. En fait, ils ont essayé de le brûler. Donc, à mon avis, ils ont voulu mettre un incendie ici. Plus on avance dans le temps, plus les procédures on arrive à des échéances de procédures et plus ça se dégrade de plus en plus. Et on commence vraiment à avoir peur de dormir ici. Malgré cet environnement dégradé, Bouchra semble bien décidée à rester ici, à La Défense. À cause d'elle, les projets du promoteur devraient être freinés pendant encore plusieurs mois.